Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au chapitre 7 de notre étude de la thermodynamique, à savoir le second principe et l'étude du cycle de Carnot. Premièrement, la définition du second principe, l'énoncé du second principe, c'est tout simplement que la chaleur se déplace spontanément uniquement de la source chaude vers la source froide, et ce, toujours. Alors, on en a déjà parlé un petit peu en classe, mais voilà, je voulais revenir dessus pour bien fixer cela. Alors, plusieurs remarques s'imposent. Premièrement, on parle souvent du second principe en termes d'accroissement d'entropie. Alors, c'est un peu plus sexy que de parler du déplacement spontané de la chaleur, mais on verra ça dans le chapitre 8, et on verra que finalement, les deux énoncés, même s'ils sont exprimés différemment, représentent la même chose. Ensuite, quant à la véracité absolue de cet énoncé, il n'y a pas de doute au niveau macroscopique. En effet, comme c'est expliqué dans les notes, personne n'a jamais vu son café se réchauffer à la chaleur ambiante en captant les calories de la température de la chaleur ambiante, ni même son iced tea se refroidir également à température ambiante en augmentant la température de l'ambiance. Alors ce qui est vrai au niveau macroscopique ne l'est pas forcément au niveau microscopique, puisque si on considère la température finalement comme un niveau d'agitation des particules, c'est pas parce que le niveau d'agitation des particules moyen est d'une certaine façon que localement on ne peut pas avoir des agitations plus ou moins faibles que l'agitation moyenne dans tout le corps. Alors ça a été le fruit d'un long travail pour les thermodynamiciens de réconcilier thermodynamique macroscopique et thermodynamique microscopique. Néanmoins, comme ici on a une vision plus ingénieure de la thermodynamique, on laissera la thermodynamique microscopique à nos amis physiciens qui feront une joie de parler de ça. On va maintenant parler du second principe et des machines thermiques, et d'abord le fait que tous les moteurs rejettent de la chaleur. Alors, on prend ici l'exemple d'un corps qu'on veut faire travailler, et donc on va prendre un corps à une température haute, ici à 100 degrés, et on va réchauffer le gaz qu'on est venu coller à ce corps de 100 degrés, et ce gaz, en se réchauffant, va avoir tendance à se dilater. En se dilatant, il va pousser ici le piston, qui va donc produire un travail. Alors ça, on en a déjà parlé plus d'une fois, rien de magique. C'est juste qu'il y a un moment donné, si jamais on veut continuer à extraire du travail avec mon système ici, il faut que, si jamais on considère qu'on garde que son corps à 100 degrés ici, le cylindre, le piston ici, va devoir se détendre de plus en plus, et le moteur va gonfler, et ce, indéfiniment. Si jamais on veut pouvoir travailler dans des proportions normales, eh bien, on va devoir ramener, à un moment donné, le fluide à une température plus basse. Et donc, on va devoir extraire la chaleur qu'il a captée ici dans la source chaude vers une source froide, de manière à ramener le piston à son état initial, pour pouvoir ensuite le réchauffer et ainsi le redétendre. Et on va ainsi faire parcourir un cycle thermodynamique à notre moteur, et tous les moteurs auront besoin de recracher cette chaleur qu'ils ont captée vers une source froide. C'est pour ça que les moteurs à iceberg, ça ne fonctionne pas. Puisque c'est le même principe donc pour une machine thermique inverse, donc les frigos, les clim, pompe à chaleur, où le but, elle, est d'absorber de la chaleur à basse température. Alors ça va marcher jusqu'à ce que la température ait atteint la température de la source froide. Après, si jamais on veut se débarrasser des calories captées dans mon fluide, il va falloir trouver une source plus chaude que mon fluide, parce que sinon on ne pourra pas extraire la chaleur autrement. Et donc, trouver une source plus chaude, amener cette température à une source plus chaude, ça demande un certain travail, et c'est ce qu'on avait vu, il y a un travail de compression dans le chapitre 6. Alors, on comprend tout de suite que les machines thermiques ont des limites, on va en reparler un peu plus en détail après, mais en tout cas, on peut déjà conclure que la machine thermique, dans sa représentation générale, elle ressemble à l'image ici de gauche. Donc on a pour un moteur un prélèvement de chaleur à une source chaude, qui va ainsi me produire un travail net négatif. Et il va falloir rejeter l'excédent de chaleur vers une source froide. Alors on a ici un exemple chiffré, par exemple si on arrive à capter 100 watts à une source chaude,
quand on produit un travail net de 30 watts, et bien on va rejeter 70 watts dans la source froide. Alors attention que c'est pas vrai ces valeurs, hein, c'est pas possible parce que là ça implique qu'on a tout qui est transformé à 100%. Il y a des pertes dans les jeux, dans les frottements, etc. D'accord. Et ben ici c'est le cycle inverse, hein, c'est en apportant 30 watts sous forme de travail net, je vais pouvoir extraire 70 watts à la source froide et en rejeter 100 vers la source chaude. Tout ça nous permet de parler maintenant du cycle de Carnot, et on va un petit peu s'intéresser à l'historique du cycle de Carnot. Alors, vous avez une belle photo ici de Carnot. Il faut savoir qu'au tout début du 19e siècle, c'est le grand essor des machines thermiques. Donc elles fonctionnent, hein, c'est très bien, mais on sait pas trop comment. Et Monsieur Carnot, qui était un ingénieur français, si j'ai bonne mémoire, décide de rechercher quelle quantité maximale de travail il va pouvoir générer à partir d'une quantité donnée de charbon. C'est important de se dire, voilà, mon ami Carnot, il a du charbon devant lui et il aimerait bien savoir quelle quantité maximale de travail il va pouvoir rejeter, enfin qu'il va pouvoir produire grâce à ce charbon. Alors on verra que c'est pas du tout ce qu'il va réussir à faire, mais néanmoins il va réussir à faire quelque chose de prodigieux. Alors il faut bien se dire que à l'époque, il n'y a pas donc il y a une abstraction complète de l'aspect technologique. C'est d'autant plus difficile que on comprend pas trop la notion, enfin comment ça de changement de phase, dissolution, condensation, etc. La notion de cycle n'a pas encore été inventée. On comprend pas ce qu'est la chaleur. Hein. Rappelons qu'à l'époque, on croyait que c'était toujours un fluide qu'on appelait le calorique et qui se déversait d'un corps à l'autre. Et néanmoins, Carnot va réussir à faire quelque chose de prodigieux et ça consacrera son œuvre, hein, qui a été publiée en 1824, juste après sa mort, comme finalement une référence absolue. Et encore aujourd'hui, le cycle de Carnot, c'est la base de toute étude de bureau d'études de motoristes actuellement. Alors, Carnot, qu'est-ce qu'il dit déjà ? Il cherche à créer un moteur dont l'efficacité est maximale, et pour ce faire, il conceptualise, il l'invente pas, hein, il la fait pas en vrai, mais il conceptualise une machine qui permet de transformer de la chaleur en travail et du travail en chaleur, qui fonctionne aussi bien dans un sens que dans l'autre. Donc on dit qu'elle est inversable, mais aussi qui permet d'utiliser les fluides dans les deux sens de circulation, et donc on dit qu'elle est réversible aussi, puisque tous les flux de chaleur sont exactement opposés. Alors ça, c'est la machine la plus parfaite, hein, vous la voyez ici. En effet, on ne pourrait pas avoir une machine plus parfaite que celle-là, hein, puisqu'on ne pourrait pas avoir quelque chose de... aller rechercher plus de calories que ce qu'on en rejette, hein, finalement, puisqu'on a vu qu'il fallait toujours du travail pour... Enfin, que le deuxième principe disait toujours que ça allait de la source chaude vers la source froide, et donc on ne pourrait pas créer un échange de chaleur supplémentaire. Donc, cette machine est bien la machine la plus parfaite qui existe, et pourtant, on verra qu'elle est loin de l'être. Alors, comment est-ce que Carnot réfléchit son cycle ? Il raisonne de plusieurs manières. Déjà, il réfléchit donc que, comme on en a expliqué, la dilatation et la contraction donc, du piston, donc de n'importe quel corps, est soumis à deux températures. Donc, il va lui falloir une température qu'on appelle TH, la température de source chaude, et TB, la température de la source froide. Il faut aussi que sa machine, donc, elle soit réversible, et donc pour qu'elle soit réversible, tous les transferts de chaleur doivent se faire avec des différences de température infinitésimales. Donc, ça veut dire que tous les transferts de chaleur doivent être isothermes. Ensuite, il doit aussi, pour qu'elle soit réversible, que les phases où le corps change de température, ça se fasse sans transfert de chaleur. Et donc, ces transformations doivent être adiabatiques. Et enfin, pour permettre donc une réversibilité, il faut qu'elle soit infiniment lente. Alors tous ces points-là, le point que je viens de citer, qu'il faut des transformations isothermes, adiabatiques et infiniment lentes, on avait vu ça dans le chapitre 2, si j'ai bonne mémoire, ou 3, à vérifier. Et donc Carnot, il vient ici de créer un cycle thermodynamique parfait, alors le plus parfait possible plutôt, c'est plutôt ça qu'il faut dire. Il n'a pas eu besoin de faire le moins de calculs, il n'a pas eu besoin de créer la moindre chose, de s'intéresser aux soucis technologiques, il vient de créer le cycle thermodynamique le plus efficace possible. Alors, il est ici, il est composé du coup d'une compression adiabatique réversible, d'un chauffage isotherme où on va venir apporter de la chaleur à température constante, une détente adiabatique et un refroidissement à nouveau isotherme où on va revenir capter la chaleur excédentaire
de manière isotherme. Alors, si on s'intéresse à l'efficacité donc des machines thermiques, le moteur de Carnot, alors il y a une petite démonstration dans les notes, très très courte, je l'ai pas remise ici, vous irez voir dans les notes, mais on obtient pour le moteur de Carnot la formule suivante, donc le rendement c'est égal à 1 moins la température de la source froide divisé par la température de la source chaude. Et ça, c'est surprenant. Parce que, rappelons-nous, au début, j'avais expliqué que Carnot, ce qu'il voulait, c'était se dire, ben voilà, quelle quantité de charbon, quelle quantité de travail je peux extraire d'une quantité donnée de charbon. Et il se rend compte qu'en fait, ça n'a absolument rien à voir. L'efficacité de son moteur n'a rien à voir avec la quantité de charbon qu'il va y mettre, mais avec le rapport des différentes températures, source chaude et source froide. Alors, la première chose à remarquer, c'est que dans n'importe quel cas, l'efficacité de son moteur ne sera jamais de 100%. Et pourtant, on parle bien d'une machine sans frottement, sans fuite, au mouvement infiniment lent, avec des échanges avec des transferts de chaleur isothermes, des compressions et des détentes adiabatiques. Même dans ces cas-là, l'efficacité n'atteindra jamais 100%. Dans un moteur thermique classique, le rendement de Carnot, donc le rendement maximal qu'on pourrait obtenir, est de l'ordre de 67%. Alors on a ici le rendement du frigo de Carnot, mais là aussi, je reviens pas dessus. Alors, ça veut dire que donc déjà on n'aura jamais un rendement de 100%, et en plus, on peut déjà conclure une deuxième chose, c'est que on obtiendra un meilleur rendement quand la température de la source chaude est d'autant plus élevée par rapport à la température de la source froide. Alors dans un moteur classique, la température de la source froide, elle est fonction de la température atmosphérique. Donc on sait pas jouer dessus. Par contre, on sait jouer sur la température de la source chaude. En effet, on peut augmenter la température des gaz. Alors évidemment, il y a des limites. Il y a des limites technologiques, il y a des limites au niveau des matériaux. Et c'est pour ça que dans certains cas, on sera limité à un rapport de pression, oui, parce que température et pression évidemment ont un lien dans le moteur, et donc on pourra pas avoir ce qu'on veut, et on aura des rendements qui seront moins bons que le rendement de Carnot, qui n'est déjà pas très bon, et donc on aura des rendements de l'ordre de 40% pour des moteurs qui sont déjà pas mauvais, donc c'est pas bon. Pour donner un ordre de grandeur, si jamais on avait des moteurs électriques parfaits, alors des moteurs électriques parfaits sans frottement, donc on obtiendrait un rendement de 100%. Alors qu'un moteur thermique, même si jamais il est sans frottement, sans fuite, etc., il n'obtient pas 100%. Donc c'était pour la petite anecdote. Donc Carnot, c'est vraiment fondamental, il faut bien comprendre son cycle, bien retenir ses différentes étapes, bien comprendre ce qui se cache derrière. Donc je vous invite à bien relire les notes, parce que c'est évidemment plus complet que ce que je raconte ici dans ma petite vidéo. En attendant, je vous remercie pour votre écoute, et à bientôt!